Bonjour à tous. Cet après-midi, les sénateurs entament l'examen du projet de loi sur la délimitation des régions. En clair, sur la première partie de la réforme territoriale, sur la nouvelle carte des super-régions qui a été présentée en Conseil des ministres mi-juin. Un texte qui suscite beaucoup d'opposition ici au Sénat, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, puisque de nombreux sénateurs qui représentent donc les élus locaux estiment que ces derniers n'ont pas été assez consultés pour faire cette carte. C'est dans ce contexte que je vous propose de voir ce matin les travaux de la commission spéciale sur la réforme territoriale, une commission qui, comme son nom l'indique, a été spécialement conçue pour ce projet de loi qui rassemble des sénateurs de tous bords et de toutes les commissions. La semaine dernière, ils ont auditionné de nombreux experts des territoires, des géographes, des démographes ou aussi des urbanistes. C'est cette audition que je vous propose de revoir ce matin. Nous avons le plaisir d'accueillir, alors il n'y a pas d'ordre de hiérarchie, mais c'est dans l'ordre où on me l'a donné. Donc M. Patrick Lidec, chargé de recherche au CNRS, M. Gérard François Dumont, professeur à l'Université de Paris 4 Sorbonne, ancien recteur. Oui, recteur toujours, on est toujours recteur. Voilà, mais la fonction, voilà, c'est comme les préfets, ça, c'est comme les... Oh. Monsieur Philippe Subrat, professeur à l'Université Paris 8, c'est ça? Monsieur Hervé Lebras, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Monsieur Martin Vanier, professeur en géographie et aménagement à l'Université Joseph Fourier de Grenoble. Monsieur Jacques Lévy, professeur de géographie et d'aménagement de l'espace à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Monsieur Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS. Et Monsieur Daniel Béard, géographe professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris. Voilà. Merci, messieurs, d'être venus. Donc, vous savez que le Sénat, pour l'examen du texte portant de délimitation des régions, etc., a décidé de créer une commission spéciale et nous avons voulu regrouper, c'est pour ça que vous êtes nombreux, à la fois ceux qui devaient être audités ou auditionnés, je ne sais pas comment on dit, par la délégation aux collectivités territoriales et, dans un premier temps, les auditions auxquelles pensait procéder la commission des lois du Sénat, puisqu'avant que la commission soit chargée de ce texte, la commission spéciale, c'est la commission des lois qui avait initié un petit peu, voilà, c'est pourquoi vous êtes nombreux, mais comme vous êtes tous d'excellents spécialistes et que vous êtes universitaires, donc vous êtes peu portés à parler longtemps, n'est-ce pas? Il faut qu'on tienne un petit peu dans des délais raisonnables, d'autant que nous avons ce soir un texte qui n'est pas négligeable en séance, mais qui ne concerne pas du tout vos spécialités, puisque nous commençons à débattre du texte de Mme Taubira sur la contrainte pénale. Vous imaginez bien que, oui, parce qu'au Sénat, on travaille, contrairement à ce que certains disent et pensent, on travaille beaucoup. Donc, je vous remercie. Et donc, il nous a paru important d'avoir l'avis des spécialistes, géographes, etc., aménagement, de spécialistes de l'aménagement, mais aussi parfois, parce que de toute façon, on ne fait pas de géographie sans faire de l'histoire. Jamais. Et donc, sur l'évolution des régions, comment vous voyez, quelles sont pour vous la pertinence de ces grandes régions, de ces nouvelles régions, étant entendu que, bien entendu, nous avons eu une étude d'impact, mais qui n'a pas forcément été faite par des spécialistes en aménagement du territoire et en géographie. Voilà. Bien. Alors je commence par, je ne sais pas par qui. Monsieur le rapporteur, vous avez une idée? On ne sait pas. On commence par... Voilà, monsieur Le Lidec. Vous avez bien dit, il n'y a pas de hiérarchie, de toute façon. Bien, merci Monsieur le Président. Peut-être une précision de méthode, combien de minutes est-ce que vous m'accordez? Vous voyez, on a un peu plus de 1h10 par là. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Voilà, ça fait 10 minutes, quoi. Ça fait 10 bonnes minutes, quoi. Veuillez m'excuser. Ah, bon. Plus les questions. Ouais, ça, c'est impossible, 5 minutes. Ah, bah, vous voyez, c'est pas possible, il ne faut pas exagérer. Bien. Écoutez, sur ce texte, je ne m'étendrai pas longuement sur la question de la nécessité de la réforme territoriale, parce qu'en fait, je pense que sur ce point, il y a assez largement un consensus sur le principe d'une réforme. On voit bien que le débat se fait sur, disons, les modalités, avec une multiplication de rapports, et donc la question n'est pas tellement est-ce qu'il faut faire une réforme territoriale, mais plutôt laquelle. Et à ce titre, je pense qu'il y a quatre enjeux essentiels. Le premier, c'est évidemment l'approfondissement de la décentralisation, parce que fondamentalement, en 82, le législateur n'a pas choisi entre, en réalité, 3 niveaux à l'époque et en fait 4 niveaux de fait. Et donc, on est en réalité sur un système qui était en réalité une vraie fausse décentralisation, puisqu'il n'y avait pas de choix entre les niveaux, pas de hiérarchisation entre eux, et donc pas de véritable politique publique, mais plutôt un espèce de système de cogestion entre plusieurs niveaux, entre l'État et les collectivités également. Et donc, au fond, d'une certaine manière, ce qu'on nous propose désormais, il me semble, c'est en réalité de choisir. Et sur ce point, il me semble que le dispositif proposé est relativement intelligent, parce qu'il articule une dévolution de l'autorité à un échelon, et en quelque sorte qui permettrait d'atteindre une logique en réalité d'ordre, de mise en ordre du système territorial, et puis la possibilité de délégation de gestion à un autre ou à plusieurs autres niveaux pour essayer de surmonter la tension qui peut exister entre la mise en cohérence qui est nécessaire et en même temps rendue problématique par notre principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, et qu'intelligemment on s'efforce en réalité de contourner en essayant de trouver un moyen terme entre ce souci de mise en ordre et le souci de la proximité. Deuxième enjeu que je vois, c'est les enjeux budgétaires, avec évidemment, à partir du moment où on a un émiettement de l'autorité entre un plein de niveaux de collectivités et au sein, en réalité, de 2 niveaux, beaucoup d'unités, on a des problèmes de coûts fixes qui sont liés à cet émiettement, et puis des coûts de coordination qui sont extraordinairement élevés, ce qu'on appelle des coûts de transaction en économie industrielle. Et donc, au fond, l'idée, c'est plutôt de constituer des grands ensembles pour, en quelque sorte, diminuer ces coûts de coordination, ces coûts de transaction qui sont très élevés dans le système. Et de ce point de vue-là, je dirais, autant d'ailleurs pour le changement, je m'éloigne peut-être un peu du sujet de la maille des intercos, mais aussi de l'agrandissement des régions, je pense que ça va plutôt, de ce point de vue-là, dans le bon sens, l'enjeu étant surtout de s'affranchir en fait des micro-régions, ce que j'appellerais, les représentants ne voudront pas, des régions bi- ou tri-départementales. Et donc, lorsqu'on observe la carte qui est soumise au débat, en quelque sorte, eh bien, on observe que, dans la plupart des cas, il s'agit essentiellement, en quelque sorte, de regrouper les petites régions entre elles, plutôt que de constituer des grandes. Avec, de ce point de vue-là, quand même, je dirais un peu une exception, qui est la macro-région Midi-Pyrénées-Languedoc, sur laquelle je pense, en tout cas ma conviction, c'est que éventuellement elle est peut-être un peu trop grande, sauf à ce qu'un scénario sous-jacent soit présent, qui consisterait en réalité, sur le territoire de ces macro-régions, à pérenniser l'échelon des assemblées départementales, même si elles peuvent évoluer dans leur forme, et dans les régions, je dirais, de très petite taille, et je pense en particulier à la région Nord-Pas-de-Calais, qui pour l'instant reste un peu orpheline, on envisage une fusion verticale avec les conseils généraux, comme ce pourrait être le cas également avec la Bretagne. Je pense qu'en tout cas, c'est une des lectures qu'on peut faire, je dirais, de la carte qui est proposée. Le troisième enjeu que je vois assez rapidement, c'est l'adaptation au fond aux évolutions sociales dans une société qui est en fait une société de mobilité. Et donc avoir de micro-territoires qui ne correspondent pas
en réalité aux aires de déplacement des populations dans leur déplacement quotidien domicile-travail, au fond, on voit bien que la journée de cheval, c'est plus tout à fait l'enjeu aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, encore une fois, le problème dans cette perspective qui serait d'internaliser les externalités, c'est de constituer des trop grandes régions. Et donc c'est là aussi, à nouveau, une nouvelle réserve sur la région XXL, étant entendu qu'on voit bien en même temps qu'il y a eu un effort qui ne pouvait être pas nécessairement toujours satisfait, de constituer des régions autour de l'aire de rayonnement de ce que le législateur vient de consacrer avec la loi MATPAM du 27 janvier, c'est-à-dire en réalité des métropoles qui rayonnent sur leur arrière-pays et vis-à-vis desquelles il y a évidemment une vocation de solidarité qui doit s'exercer. Et de ce point de vue-là, la constitution de grandes régions, c'est justement une opportunité pour réorganiser les fonctions de redistribution à une échelle élargie, étant entendu que plus on accroît la taille des circonscriptions fiscales, plus on résorbe mécaniquement les inégalités qu'elles peuvent receler. Le dernier, et c'est de ce point de vue-là, je dirais, le quatrième et dernier grand enjeu, puisqu'il me semble qu'aujourd'hui, l'exercice de la fonction de solidarité à une échelle strictement départementale est plutôt un facteur d'inégalité qu'un facteur d'égalité, puisque, là aussi, la littérature internationale nous enseigne une chose très simple du point de vue du fédéralisme fiscal. De ce point de vue-là, les conclusions sont toujours convergentes. C'est que les fonctions de solidarité, elles doivent s'exercer à une échelle macro. Et donc, le département était bien une échelle macro au XVIIIe ou au XIXe siècle. Malheureusement, pour lui, je dirais, il ne l'est plus. Et d'ailleurs, on voit bien aussi que les fonctions de solidarité, d'une certaine façon, elles ne peuvent plus s'exercer non plus à une échelle strictement nationale. Elle va devoir être européenne à partir du moment où il y a des mobilités des entreprises à une échelle européenne. Je crois que le même type de raisonnement peut là très facilement trouver à s'appliquer. Dernier point peut-être sur est-ce qu'au fond ce découpage régional est le bon une fois qu'on a dit qu'il y a en quelque sorte un sens de l'histoire à élargir la taille des circonscriptions. Le premier point de méthode à rappeler, c'est évidemment qu'il n'y a pas de découpage qui ne fasse de mécontents. Il y a forcément une part d'arbitraire dans ces exercices-là. Et en 1790, comme en 1956, lorsqu'on a découpé les départements et les régions, il y a eu évidemment de très fortes protestations, puisque en réalité ces redécoupages impactent la hiérarchie des villes. Et donc, il y a à ce jeu-là des perdants et des gagnants, et on entendra surtout beaucoup les perdants. Et donc, au fond, il est logique que personne ne souhaite être relégué aux périphéries, aux marges des découpages. On préfère être toujours au cœur, et si on avait donné le stylo, je dirais, à l'ensemble des 550 000 élus locaux que la France compte, chacun aurait dessiné une carte au milieu de laquelle il se serait trouvé. Le deuxième élément, bien sûr, c'est que, quitte à se marier, chacun souhaiterait être marié avec un territoire riche plutôt qu'avec un territoire pauvre. Et on voit bien que, de ce point de vue-là, chacun cherche à faire de beaux mariages avec de bonnes bases fiscales et éviter plutôt les voisins pauvres. Le problème de cette pente-là, je dirais, c'est qu'elle est double. Le problème est double. C'est que d'un côté, tout le monde va vouloir se rattacher à l'Île-de-France et dans ce cas-là, on se retrouve avec la France. Et donc, on ne décentralise pas. Et faute de cela, on est toujours confronté à un problème qu'on pourrait appeler un problème d'accommodement des restes, si j'ose dire, à partir du moment où on essaie de construire une carte autour de l'aire de rayonnement des métropoles. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de métropole ? On peut dessiner des régions avec effectivement des chefs-lieux qui deviendront des métropoles, parce qu'il faut aussi penser en dynamique et voir qu'à une échelle de 30 ou 40 ans, je ne sais pas, Tours, par hasard, pourrait devenir un chef-lieu de région dans un système, effectivement, tel que, en tout cas, il a été esquissé. Troisième et dernier argument, et je m'en tiendrai là pour ne pas dépasser la limite de temps qui m'est impartie, c'est l'argument de l'histoire et des identités. C'est évidemment un élément important, mais là encore, je pense qu'il faut relativiser la pertinence de certains arguments parce que l'histoire, en quelque sorte, elle fait son œuvre.
Et la littérature du 19e, elle est pleine de critiques sur l'artificialité des découpages départementaux. Et en même temps, aujourd'hui, que voit-on? Même le découpage de 64, les populations s'y sont faites, elles s'y sont attachées. Preuve en est qu'on trouve même des mouvements culturels qui défendent le 9-3, territoire qui était improbable, mais qui en même temps a acquis une identité. Et donc de ce point de vue-là, ce qu'on observe, c'est que ce sont en réalité les institutions qui créent les identités et pas l'inverse. Merci, voilà, monsieur en gros. Lidec. Alors, monsieur le professeur Dumont, là, il s'en va juste au moment où je vais l'interviewer. Ah, pardon. Ah, ben, je vous en prie. Ben, si vous voulez de l'eau, même, moi, j'ai de l'eau en plus. Hein, tenez, passez de l'eau. Voilà. Monsieur Subra, peut-être. Comment? Monsieur Subra, dans l'ordre. Ah, bon, on fait dans l'ordre. Monsieur Subra. Allez, allez-y. Il n'y a pas de querelle de prééminence. Non, non. Oui, alors, évidemment, après une première intervention très complète et très brillante, nous allons certainement redire un certain nombre de choses et en même temps faire entendre chacun une musique un petit peu différente. C'est ce qu'on attend. Absolument. Bon. Oui. Alors, mais il y aura des redites. Oui. Parce qu'il y a des accords, Oui. je pense, entre nous sur certains points. La première remarque que je voudrais faire, c'est qu'il y a une sorte de fantasme français du découpage idéal qui va résoudre les problèmes. C'est certainement très cartésien. Ça explique la multiplication des projets officiels ou officieux de découpage qui ont existé depuis la fin du XVIIIe siècle et qui sont un jeu extrêmement amusant un jeu intellectuel extrêmement amusant à faire, mais sans grandes conséquences. Il n'y a pas de découpage idéal, simplement parce que les régions ont des fonctions, toutes des fonctions qui sont diverses, c'est-à-dire une fonction de cadre économique, de réseau, d'activité, une fonction de mise en œuvre de politique publique, mais aussi une fonction identitaire, sans oublier une fonction politique, c'est-à-dire cadre du développement, de carrière politique, de rapports de force électoraux entre les partis, qui expliquent en grande partie les difficultés à réformer. Mais je reviendrai sur les trois premières. Elles ne coïncident pas nécessairement, c'est-à-dire un bon découpage du point de vue identitaire, par exemple, n'est pas nécessairement un bon découpage du point de vue fonctionnel, celui de la mise en œuvre des politiques publiques, ni du point de vue de l'économie locale, de l'économie territoriale, où on a des réseaux qui vont être plus petits ou être plus grands que les régions identitaires ou les régions administratives. Donc ça, c'est un premier point. Ça veut dire que on ne peut viser que le meilleur ou le moins mauvais des découpages. Mais aussi qu'il faut être pragmatique et que dans certains cas, il faudra privilégier l'aspect identitaire sur l'aspect fonctionnel et dans d'autres cas, l'aspect fonctionnel sur l'aspect identitaire. Ceci étant, l'identité, qui est pour moi un élément extrêmement important, probablement sous-estimé dans le découpage qui a été proposé par le gouvernement, est aussi un facteur de développement économique, notamment dans certaines régions où les réseaux d'entreprises, les réseaux d'entrepreneurs, les liaisons entre entreprises, grandes écoles et universités, élus locaux, vont faire que se créent des dynamiques territoriales extrêmement fortes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de ne pas casser, dans la mesure du possible. Deuxième remarque préalable, on ne cesse en France de raisonner par rapport au modèle allemand. Il n'y a pas de modèle allemand satisfaisant pour nous, comme référence, simplement parce que, d'une part, en Allemagne, mais ça c'est très connu, vous avez des lenders qui sont de taille extrêmement diverses et que leur histoire, leur découpage s'explique par des raisons historiques accidentelles liées à l'occupation au lendemain de la guerre, en grande partie. Deuxièmement, parce que le modèle allemand est un modèle fédéral, ce n'est pas notre histoire. Et décider d'aller vers une histoire fédérale, c'est un changement qui est considérable, ce n'est pas celui qui est envisagé. Ça se manifeste notamment par les moyens dont disposent les lenders. Et la vraie question de ce point de vue, ce n'est pas la taille, c'est la force de frappe financière des lenders. Et même si on enlève ce qui relève des tâches de l'enseignement qui sont fédérées et non fédérales en Allemagne, on a un budget moyen pour un land allemand qui est 8 fois celui
d'une région française. C'est là la vraie différence. Et donc, si on voulait atteindre la même puissance de frappe, il faudrait qu'on ait un découpage à 2 régions, ce qui est évidemment pas envisageable. D'accord ? Donc, c'est là quelque chose qui est tout à fait important. Et puis, évidemment, la dernière raison pour ne pas le considérer comme un modèle, c'est qu'il ne marche pas si bien que ça. Je prendrai 2 exemples. Celui d'un grand investissement d'intérêt fédéral et national, celui du nouvel aéroport de Berlin-Brandebourg, qui est une faillite, hein, un échec qui en France ferait scandale et qui en Allemagne fait scandale. Le deuxième exemple, c'est celui de Hambourg, dont la ville Land ne couvre que 40% de l'agglomération et qui a dû négocier très longuement, très lourdement pendant 3 ans un traité d'État avec les 2 Länder voisins pour mettre en place une instance de gestion à l'échelle de l'aire urbaine. Donc ça ne marche pas si bien en Allemagne que ça. Bon. Alors ensuite, que penser du découpage qui est proposé ? Je dirais qu'il a plusieurs mérites. Dont le principal, c'est qu'il nous évite les méga-régions dont on avait parlé à un moment donné, type circonscription des élections européennes, Grand Ouest, Grand Est, Grand Sud-Ouest, mer du Nord-Manche, que sais-je, qui à la fois auraient posé des problèmes de fonctionnalité et notamment auraient été à l'encontre d'un des objectifs de la loi, qui est de faire des régions qui soient plus réactives, qui soient source de croissance économique dans un monde qui est très concurrentiel, qui est celui de la mondialisation et de la concurrence entre territoires. Faire des trop grandes régions, c'est reproduire le modèle de l'État à l'échelle infranationale, avec les mêmes distances, notamment entre porteurs de projets et centres de pouvoir de décision régionaux. Et puis, évidemment, l'autre grand défaut, c'est la question identitaire. C'était mettre en place un découpage, donc une lecture du territoire national, sans racines, sans affect, sans réalité identitaire pour une grande partie de la population. Et là, il y a un élément dont on entend assez peu parler dans le débat, qui est celui du coût politique électoral d'une telle réforme, au lendemain d'élections européennes, qui ont montré une demande d'État extrêmement forte, une demande de proximité de l'État ou des services publics, des pouvoirs, et aussi une demande de nation et de référence identitaire. Et un rejet d'une Union européenne perçue comme sans racines, trop éloignée et sans racines bureaucratiques, technocratiques. Donc il y a un coût politique possible au niveau électoral, dans le sens d'une progression du Front National, s'il venait à s'emparer de ce thème, et pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas, qu'il ne faut pas négliger. Alors, pour terminer, parce que je pense que je suis presque à la fin de mon temps de parole, je suis évidemment d'accord avec les critiques qui ont été faites au découpage d'un certain nombre de régions, notamment la grande région faite des chutes du découpage. Oui, mais c'est un patchwork fait avec des chutes. Et c'est évidemment quelque chose qui n'est pas acceptable. Il faut que le travail parlementaire aboutisse en partie à un nouveau dessin de la carte, supprimant cette région qui n'a pas de sens, ni d'organisation, ni d'identité, regroupant autrement les régions qui ont été regroupées ainsi dans cette grande région. Et puis je dirais qu'il y a un autre élément qui me paraît très critiquable, c'est le principe qu'a affiché dès le départ le gouvernement de ne pas toucher aux régions, mais simplement aux limites, mais simplement de les regrouper, de les marier, ce qui aboutit à un certain nombre d'incohérences. Je pense que notamment il faut toucher à la région Picardie. Il faut que l'Oise, qui est une très grande banlieue de Paris, rentre dans la région Île-de-France. Il faut que la Somme et l'Aisne soient réparties autrement, vers le Nord-Pas-de-Calais, vers la Champagne-Ardenne. Là, il y a un choix de départ qui est justifié par des raisons, je dirais, tactiques. Éviter d'ouvrir la boîte de Pandore et d'aller vers des débats sans fin. Mais je rappellerai simplement que le précédent grand découpage qui a eu lieu, celui des départements, qui a révolutionné la carte territoriale française, a pris 6 mois de débat avec des délégations qui venaient
de petites villes, expliquer, eh bien, nous avons nos habitudes en termes de judiciaires, le bailli, en termes commerciaux, et nous voulons être attachés. Et tout en conservant un certain nombre de principes de départ, eh bien, il y a eu des accommodements. Il faut que le travail parlementaire permette des modifications à la marge des limites qui aboutissent à un découpage qui tiendra la route. Parce que ce découpage départemental, il a fait ses preuves. Il est toujours en place aujourd'hui. Il a, comme mon prédécesseur l'expliquait, il a généré des identités fortes, aussi artificielles qu'il ait pu être perçu au départ. Et donc c'est un bon découpage. Il a peut-être fait son temps, mais il a joué son rôle. Et il faut s'inspirer de cette méthode. Merci. Je pense que le professeur Lebrun ne vous démentira pas sur votre conclusion. Absolument. Mais ça viendra dans ma conclusion aussi. Pour d'autres raisons d'ailleurs. Je vais être aussi peut-être un peu plus rapide puisque un certain nombre de choses qui ont été dites correspondent tout à fait à mon sentiment. J'insisterai peut-être justement sur, pour finir, 2 points où je serai en léger désaccord avec mes prédécesseurs. D'abord, moi il me semble que la première chose à faire avant le découpage, c'était de redéfinir les compétences. Je crois que tout le monde, il y avait un accord très large et il me semble qu'un découpage est la conséquence d'une redéfinition des compétences. Alors, admettons quand même que, tel que c'est dit, cette redéfinition des compétences donne la compétence économique au sens large aux régions. Donc, est-ce que quels critères adopter pour faire un découpage, partant de ce postulat sur l'économie? Quand on lit le texte qu'a envoyé le président Hollande aux journaux, il y a 2 arguments seulement. Une taille européenne et ça permettra de bâtir des stratégies territoriales. Alors il y a un 3e argument, mais je le laisse pour la fine bouche, qui est pourquoi doit-on se presser? L'argument c'est il nous faut aller vite car il ne nous est pas permis de tergiverser. C'est pas une explication. Bon. Donc je laisserai cet argument de côté. Alors la taille européenne, mon prédécesseur a très bien dit et avec grande justesse qu'effectivement on est de toute manière de taille européenne et que si on prend le cas de l'Allemagne si souvent cité, je vous signale qu'actuellement, sur les 16 régions allemandes, 8 d'entre elles, donc la moitié, sont moins peuplées que la plus petite des régions françaises qui a été découpée. Je peux pas vous donner la liste, mais on tombe à des chiffres souvent bas, de l'ordre de 600 000 ou de 1 million d'habitants. Là, on peut en faire la liste assez rapidement. Donc l'argument de taille européenne, à mon avis, n'est pas recevable. Assez curieusement, il y a une sorte de sentiment égalitaire en France où il faudrait, de la même manière qu'on voulait que les départements soient des carrés de 18 lieux de côté, on voudrait, je crois, que les régions soient toutes égales. C'est utopique. Il y a l'histoire, il y a l'économie, il y a surtout l'économie. Alors c'est un autre point. Alors, initier des stratégies, bâtir des stratégies territoriales, j'ai trouvé le terme assez dur parce que justement, il me semble que les régions qui ne disposent pas d'un énorme budget en France ont été audacieuses du point de vue des stratégies qu'elles ont bâties, du moins pour un certain nombre d'entre elles que je connais. J'ai une certaine admiration. Je trouve que ce qui a été fait en Midi-Pyrénées, ce qui a été fait en Languedoc-Roussillon, ce qui a été fait en Pays de la Loire avec le numérique et les robots, et ainsi de suite, pas toutes, mais ça existe, si vous voulez, et je trouve qu'on n'a pas tenu compte justement de l'existant. Autre chose dont on n'a pas tenu compte et dont il vient d'être question, il me semble qu'il y a un certain archaïsme à penser en termes de découpage et de frontières, parce que ce qui existe maintenant, c'est les grandes villes, c'est les métropoles. Et donc, il faudrait, au fond, articuler. Et après tout, il y a une loi qui est la loi MAPAM, qui est passée, je crois, le 19 décembre dernier. Donc, le minimum aurait été me semble-t-il, d'articuler ces métropoles, ces 12 métropoles choisies. On pouvait d'ailleurs discuter le choix, je vais en dire un mot. Mais là, je n'ai vu aucune articulation. Certaines des régions proposées ont 2 métropoles parmi les 12, d'autres en ont une.
et d'autres n'en ont aucune. Donc là, je pense qu'il y a une absence de cohérence, et c'est d'autant plus grave que justement, ce qui fait une région, il me semble, du point de vue économique, c'est une cohérence, notamment une cohérence de son réseau urbain. Les géographes, je pense, en parleront plus que moi, mais notamment de ce qu'on appelle la hiérarchie urbaine, ou bien la géographie de commandement. J'ai été un grand défenseur de la région des Pays de la Loire, qui certes ne date pas du tout du tréfonds de l'histoire, mais qui a une extraordinaire cohérence du point de vue de sa hiérarchie urbaine. Nantes est une métropole, Angers et Le Mans sont des grandes villes, et puis on passe à des villes un peu plus petites, puis un tissu de villes, appelons les moyennes, mais qui va de Châteaubriand à Saumur, en passant par Cholet. C'est bien fait, si vous voulez. Et je ne trouve pas qu'on ait mieux fait, plutôt le contraire, dans la carte actuelle. Alors, un mot sur la carte actuelle. En fait, à part la fusion Haute-Normandie, Basse-Normandie, et encore, est-ce que c'est parce qu'il y a le mot Normandie? Parce que rien n'y prédispose véritablement. Et puis celle Bourgogne et Franche-Comté, oui, pourquoi pas. Alors, pour faire une région forte, comme l'a dit Claudie Le Breton une fois, c'est pas en mettant deux régions faibles qu'on obtient nécessairement une région forte. Ça me semble là aussi du bon sens. Mais sinon, les autres groupements, je serais assez critique parce que Languedoc et Midi-Pyrénées, là, c'est vraiment un regroupement mystérieux puisque les spécificités économiques des deux et les efforts économiques de Montpellier et de Toulouse ne sont pas du tout les mêmes. Il y a d'un côté un développement à Montpellier qui est fort, notamment dans l'agronomie et dans une partie qui touche à de la biologie, qui d'ailleurs peut s'articuler sur Marseille, et puis bien sûr Toulouse, de façon très cohérente, jusqu'à la mécanique vallée, c'est un développement sur tout ce qui est avion et puis tout ce qui est hélicoptère spatial. Donc là, je vois pas la signification, je vois pas comment on va trancher, et je me dis, j'ai fait une remarque un petit peu perfide. J'ai dit, si Georges Frêche était vivant, je suppose qu'on n'aurait pas fait le même découpage. Picardie-Champagne. Alors là, on approche des régions, on approche du traitement des résidus d'une certaine manière, parce que je pense que je vois aucun rapport entre le plateau de Langres et la baie de Somme. Et puis en plus de ça, les deux capitales sont, si je me souviens bien, Chalon-sur-Marne et puis Amiens. Alors on va être obligé de mettre Reims comme capitale, c'est bien d'ailleurs, c'est la plus grande ville, mais on va sans doute construire un hôtel régional à 80 millions comme à Clermont-Ferrand, ce qui va limiter quand même les gains économiques qu'on attend de cela. Donc là, cette région m'apparaît bizarre. Centre Limousin-Poitou, oui, là vous en avez parlé, c'est la voiture balai, hein, on ramasse ce qui reste sur le terrain. J'attirerai votre attention sur un dernier point. Mais ça rejoint la question des métropoles. Il me semble, à connaître la carte de France, que c'est dommage de mettre hors circuit Clermont-Ferrand, parce que c'est la seule grande ville sur un énorme espace. Quand on regarde, c'est vraiment tout ce centre de la France. Vous ne trouvez pas de grandes villes avant justement Lyon, avant Paris, avant Nantes, avant Bordeaux. Il y a un énorme espace à animer. Il me semble que Clermont-Ferrand, bien sûr, n'a pas tout à fait la taille d'une métropole, mais je pense que c'est assez dangereux de laisser tomber tout cet énorme centre de la France, parce que le rattachement je sais bien que les industriels de Clermont sont plutôt pour le rattachement, je pense que les maires des petites communes sont plutôt contre, donc il y a du pour et du contre, mais il me semble que d'un point de vue, au fond, là, de maîtrise du territoire, Clermont-Ferrand aurait pu garder un certain point. L'économie, d'autres en parleront mieux que moi. J'ai vu une étude intéressante qui a été faite il y a 5 ans par un groupe qui s'appelle Esprit Public, une étude de Moutarde, sur le coût et les gains du regroupement Haute-Normandie-Basse-Normandie, donc bien avant qu'on en parle. Il faudrait 8 ans pour arriver à avoir un bénéfice, et le bénéfice serait de 0,4% du budget. Donc, l'étude est consultable sur Internet. C'est vraiment une étude sérieuse. Les coûts de déménagement, c'était très bien fait. Bon, mais je n'ai pas d'autres études. Peut-être que c'est seulement pour les deux Normandies que ça se passera pas très efficacement. Les départements, 2 mots sur les départements identité. Les départements, c'est là que je m'écarterai un peu du premier orateur. Je pense, quand on voit une
une carte de France, c'est la bonne échelle pour la mixité sociale. C'est-à-dire que vous prenez si vous souhaitez une carte de France, vous prenez, si j'aurais pu vous en projeter une, mais vous prenez les préfectures ou les chefs-lieux de département, presque sans exception, ou laissons de côté 3-4 cas, c'est les revenus médians les plus élevés, c'est la plus forte proportion de cadres, c'est la plus forte proportion de professions intermédiaires. Parmi les cadres et les professions intermédiaires, c'est les plus diplômés des cadres et des professions intermédiaires. C'est le plus faible nombre des sans diplôme. On peut continuer. Et plus on s'éloigne du chef-lieu de département, plus ces critères baissent. Et on arrive aux frontières des départements qui sont des zones sur lesquelles se concentrent en général, pas forcément exactement les difficultés, mais l'atonie. Et j'avais fait il y a quelque temps une étude sur quelle était la proportion de lits de personnes âgées, de lits de maisons de retraite, par commune. J'avais tracé une carte avec les données des affaires sociales et ça sortait presque la carte des frontières des départements. Et c'est assez logique parce que c'est un peu des zones de rejet. Donc il me semble que garder les départements, ça permet une mixité, ça permet d'avoir ensemble les plus riches et les plus pauvres à une échelle qui est encore une échelle raisonnable. Alors que je pense que si on se met au niveau des intercommunalités, eh bien, il y en a qui seront riches et d'autres pauvres. On n'aura pas ce niveau de mixité. Et si on se met au niveau des régions, on ne gagne pas grand-chose par rapport au département. Il y a un éloignement qui est plus fort. Donc c'est une des raisons de ma défense des départements, mais elle n'est pas économique, elle est sociale. Je pense que retirer les compétences économiques des départements est plutôt quelque chose de bon sens. Mais socialement, j'ai l'impression, et puis ce qui a été dit fort justement, c'est qu'ils ont modelé un espace, et ils ont modelé un espace social, peut-être au moins autant que culturel. Un dernier mot sur l'identité, parce qu'avec mon nom breton, j'ai été sollicité pour le 5e département de Bretagne, et j'étais extrêmement hostile à cette idée. D'abord, parce qu'elle pose de très gros problèmes, qui sont le choix entre Rennes et Nantes, qui n'est pas du tout évident, et puis ensuite parce que ces questions d'identité sont très souvent des questions du passé. Et puis enfin, justement comme breton, je connais la Bretagne et c'est un pays qui est extrêmement différent. C'est un pays, quand vous regardez les caractéristiques de la Bretagne dite maritime, donc les 3 départements Morbihan, enfin pas complètement, disons, vous tracez une ligne entre Vannes et Saint-Brieuc, tout ce qui est à l'ouest, c'est assez différent et même très différent, c'est le pays breton. Tout ce qui est à l'est, c'est le pays gallo qui a une histoire plus proche à la limite même de cette fois-là de la Mayenne. Donc l'identité bretonne ne me semble pas une chose à encourager et personnellement je crois que c'est une chance de la France que de ne pas être confronté à des problèmes régionalistes graves comme on en rencontre, je ne vais pas vous énumérer la Flandre, la Catalogne, l'Écosse. J'ai vu que la Vénétie voulait son indépendance maintenant. Donc si on peut éviter ça, et il faut se souvenir qu'en 1789, il y avait un côté esprit des Lumières avec la trame carrée, mais il y avait aussi un côté table rase des divisions du passé, et ça a été très très habilement fait. Donc je me séparerai sur la question d'identité un petit peu de mes prédécesseurs, du moins dans ce cas breton. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le professeur. Alors, monsieur Jacques Lévy. Bonjour, merci de nous écouter. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de malentendus, à la fois sur les enjeux, les visées, la méthode, dans ce qui est en train de se passer. Néanmoins, je voudrais quand même signaler ce que tout le monde a remarqué, même si c'est pour des raisons d'opportunité politique assez complexes, on est peut-être en train d'assister à une mise en mouvement des territoires, celle qui a eu tant de mal à arriver, et peut-être qu'on est en train, je ne sais pas si je dois être optimiste, mais de lever les 2 malédictions finalement qui ont pesé sur l'architecture des territoires en France, celle de la Troisième République qui a figé, qui a congelé en fait le projet révolutionnaire qui était extrêmement dynamique, qui était fédéral d'ailleurs. On fête, vous le savez, le 14 juillet, la fête de la fédération et non pas la prise de la Bastille. Donc l'idée que la France soit une fédération n'est pas scandaleuse à mes yeux, en tant que Français républicain.
Et donc, on a congelé tout ça en créant une alliance entre, d'un côté, les notables ruraux, qui étaient très puissants à l'époque, et l'État central. Et on a fabriqué la machine du département qui ne pouvait plus bouger, dont les cantons ne pouvaient plus bouger, et qui, au fil de l'urbanisation, s'est transformé en un système fiscal. Bon, j'hésite à employer le mot ici, mais c'est pour être plus imagé, une espèce de raquette des campagnes, donc en fait maintenant du périurbain sur les villes, puisque vous savez qu'il y a un département où il y a un canton qui est 47 fois plus petit que le plus grand du département. C'est comme si on bourrait les urnes, c'est-à-dire si des gens avaient 47 voix chaque fois qu'ils votaient. Donc ça, c'est en train de changer. Hein. D'ailleurs, on en a parlé un peu moins, mais alors je ne sais pas si le département disparaît, ça aussi va disparaître, mais même s'il ne disparaît pas, il s'est passé, enfin, avec la mise en place un peu, c'est un tour de prestidigitation assez amusant, puisqu'on met en place un système électoral particulièrement injuste, avec un système uninominal, mais à deux postes pour obtenir la parité, mais en même temps, on va égaliser un peu la population des cantons. Pas un peu, beaucoup. On va appliquer des principes, disons, démocratiques, enfin, dans ce domaine. Donc ça, c'est une mise en mouvement. L'autre mise en mouvement qui est très très lente et qui, d'une certaine façon, fait un pas en avant, deux pas en arrière, c'est la construction d'un espace de gouvernement urbain. Hein, donc le lent passage d'intercommunalité à des véritables gouvernements urbains à l'échelle des grandes aires urbaines qui, comme vous le savez, dans un espace presque totalement urbanisé, sont vraiment maintenant l'armature de base de l'espace français. Hein. Il y a effectivement, donc c'est souvent des chefs-lieux de département, Hervé Lebras a raison, mais c'est souvent des plus grandes villes. Donc c'est cet archipel de villes plus ou moins importantes qui regroupent la plupart de la population, qui produisent de très loin l'essentiel de la production en France. C'est là où sont le plus souvent localisées les industries créatives. Donc c'est bien sûr autour d'elles qu'on doit organiser l'espace français, pas pour leur donner un privilège, mais pour que tous les Français aient le droit d'accès à ces ressources-là. Ce qui nous amène au troisième niveau. Mais avant, je dis quelle est la deuxième malédiction qu'on va peut-être lever, c'est celle des lois de décentralisation de 1982. Parce que là, en prétendant moderniser l'architecture territoriale française, en fait, on l'a en partie modernisée, mais sur la base de situations qui étaient archaïques, notamment en renforçant les niveaux qui n'avaient plus lieu d'être déjà à cette époque, qui était la commune, c'est-à-dire des morceaux de ville et le département dont j'ai parlé. Donc, en fait, on a accumulé des problèmes, on a accumulé des handicaps, et c'est vrai que du coup, c'est de plus en plus difficile de faire des réformes. Hein. C'est encore plus difficile aujourd'hui qu'en 1982. Hein. Il y avait eu des discussions d'ailleurs dans l'équipe de François Mitterrand. À mon avis, il a fait le mauvais choix. Et du coup, on paye aussi cette accumulation d'il y a quelques décennies. Donc, le troisième niveau, effectivement, enfin le deuxième niveau fonctionnel avec les aires urbaines, c'est la région. Et il me semble qu'on peut se représenter, enfin les comparaisons avec le découpage des départements de 1789 sont assez justifiées. C'était les régions de l'époque, en fait. Et simplement, on n'est plus un pays rural, mais un pays urbain. Donc il y a des métropoles qui structurent de façon réticulaire, beaucoup plus que territoriale, l'espace français. Il y a une mobilité. Et donc il faut tenir compte dans les aménités qu'on offre aux habitants, le fait qu'ils peuvent bouger. Par ailleurs, il y a une connexion au monde extérieur. Et donc le fait d'être une métropole, c'est-à-dire en fait dans l'esprit courant quand on dit ce mot, une connexion au reste du monde qui est importante. Et du coup, la métropole, c'est une ressource qu'un individu, un citoyen français doit pouvoir avoir à sa disposition s'il veut déployer son intelligence, sa créativité à l'échelle de sa vie. Et c'est là, à mon avis, le premier principe de découpage des régions. La région, c'est un espace biographique. C'est est-ce que moi, habitant d'un point du territoire, je vais avoir à ma disposition un éventail d'opportunités qui va me permettre de réaliser ce que je peux faire d'intéressant dans ma vie. D'où le fait, et ça a été dit par plusieurs, par mes trois prédécesseurs, que la région, c'est un point d'équilibre
entre des ressources objectives et des ressources subjectives, c'est-à-dire, en gros, les métropoles. Je simplifie en disant les ressources objectives, parce qu'il y en a d'autres, mais quand même, les métropoles, c'est le gros morceau, et des ressources subjectives qui sont les identités, qui ne sont pas forcément figées. Bon, Hervé Lebras a raison de dire que c'est pas, enfin, faut pas les mythifier. Il est méchant avec la Normandie, mais il n'a pas tort. Quand on va à Caen, on sait très bien que les Canets n'ont pas trop envie d'être avec les Rouennais ou avec les Havrais. Donc, et toutes ces métropoles qui sont des fantasmes de technocrates qui sont vieilles déjà, des métropoles en réseau du genre Tours-Orléans, Rennes-Nantes, Metz-Nancy, ça ne suffit pas qu'il n'y ait pas beaucoup de kilomètres entre elles pour que ça marche. Donc, je pense que ces questions identitaires, qui d'ailleurs ne sont pas hors sol, qui correspondent, ces couples de villes, ce sont souvent des couples de villes rivales qui ont été construits pour ça, par ceux qui les ont mis en place, et souvent une ville épiscopale et une ville seigneuriale ou de pouvoir central, monarchique. Donc voilà, il y a des réalités. Alors, je reprends tout ce qui a été dit sur le fait que la taille n'est pas un bon fantasme. De la même manière que, c'est pas le sujet, mais que pour les universités, les technocrates français sont les seuls à croire que seules les grandes universités réussissent. Il n'y a qu'à voir le ranking, tous les rankings. C'est des universités qui sont toutes plus petites que la plus petite des universités françaises qui sont en tête. Eh bien, pour les régions, c'est pareil. Il n'y a aucune raison de croire qu'une petite région ne peut pas réussir. Par exemple, l'Alsace, dont on ne parle pas beaucoup, si on l'associe à la Lorraine, pourquoi pas ? Mais c'est un cadeau à la Lorraine, en fait, parce que l'Alsace se débrouille très bien toute seule. Elle se débrouillerait encore mieux si on n'avait pas fait une loi un peu bizarre pour empêcher les départements de fusionner. Mais ça marche. Le Nord-Pas-de-Calais, ça marche. Et la Corse, effectivement, beaucoup d'identités, peu de métropoles. Ça marche peut-être pas très bien pour le moment, mais c'est sûr que c'est comme ça que ça va marcher, si ça doit marcher. Et donc personne, heureusement, ne veut fusionner la Corse avec la Picardie. Peut-être, oui, il y a peut-être une place à prendre, voilà. Ouais. Donc il me semble que là, il y a, comment dire, c'est pas un jeu de construction, c'est pas un jeu de mécano. Et là, le malentendu, c'est que souvent, comme ça s'est fait dans la précipitation, qu'on n'a pas d'abord pris le temps de réfléchir. Et Philippe Subra a justement parlé du travail parlementaire, mais je pense que ça va au-delà. Pour un changement civilisationnel comme celui-là, il me semble qu'il aurait fallu faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire d'abord engager un grand débat national, pas seulement avec les élus. Parce qu'évidemment, les élus ont aussi des intérêts. On s'en est bien aperçu dans les petites négociations qui ont déjà eu lieu, entre amis, surtout celles entre amis. Et donc, ça, personnellement, dans le livre que j'ai publié il y a 1 an, je propose qu'on mette en place un haut conseil des territoires qui ne comprenne pas d'élus, qui comprennent les éléments de la société. Ça veut pas dire ce conseil, ça serait comme le comité national d'éthique. Il n'aurait pas un pouvoir décisionnel. Bien sûr, c'est la représentation nationale qui trancherait, mais cet organisme, il aurait la mission de dire l'état actuel de la société. Et les acteurs, ils ont des tas d'idées sur le sujet, ils ont des réseaux complexes. Et donc, voilà, il me semble que, en gros, donc je termine, si vous prenez d'un côté le présent et le futur, c'est-à-dire quel est l'état actuel et vers quoi on pourrait tendre, vers quel projet on pourrait aller, et d'autre part, ressources objectives, ressources subjectives, vous avez un tableau à 4 cases, et il me semble que c'est ça le tableau de bord du découpage en général. Juste un point concret pour terminer. Dans cet esprit, si on part des métropoles et qu'on se demande comment faire vivre le droit à la métropole, il serait absolument logique, de la même manière qu'on a associé l'Auvergne à la région Rhône-Alpes, donc de dire l'Auvergne a droit à la métropole lyonnaise, il serait logique que l'Île-de-France cesse d'être une région, parce que c'est un espace métropolitain, c'est une métropole, c'est une aire urbaine, c'est un réseau de transport, c'est un marché de l'emploi, c'est un marché du logement, et donc il faudrait faire que la région Île-de-France soit la métropole parisienne, et non pas ce petit morceau qu'on a découpé, encore un arrangement entre amis, et que par ailleurs, on ait une région
de Paris qui correspondent logiquement. Bon, Lyon, c'est à peu près 2 millions d'habitants. La région Rhône-Alpes plus Auvergne, elle correspond à ce poids. La région qui correspondrait avec Paris, ce serait en gros le bassin parisien. Donc il me semble que c'est dans cette optique-là, on aurait une région qui serait à peu près du poids de Rhénanie du Nord-Westphalie, et la Corse, c'est comme la Sarre. Donc voilà, ça marche. Merci. Merci, monsieur le professeur. Alors, monsieur le professeur Gérard François Dumont. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie d'abord de cette audition. J'ai certaines convergences avec mes collègues, mais peut-être davantage de divergences. Je voudrais d'abord simplement rappeler, puisque c'est le centenaire de l'assassinat de Jean Jaurès, qui nous a laissé une phrase essentielle, aller à l'idéal et comprendre le réel. Donc si je regarde le projet de loi qui vous a été présenté, il y a deux idéaux qui sont évoqués dans le projet de loi. Premièrement, arriver à une taille critique sur le plan géographique, démographique et économique. Et deuxièmement, faire des économies. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si ces idéaux qui sont exprimés dans le projet de loi sont fondés sur la compréhension du réel. Donc je vous propose d'examiner d'abord la taille critique, puis ensuite la question des économies, avant de vous proposer quelques conclusions. Donc en page 3, il est évoqué d'abord la taille critique sur le plan géographique. Comme certains de mes collègues l'ont rappelé, la plus petite des régions françaises de métropole continentale, c'est l'Alsace. Or, on trouve beaucoup de régions dans les autres pays européens qui ont des dimensions nettement moins importantes que celles de l'Alsace. Et même lorsqu'on parle de l'Italie en n'évoquant que 3 régions qui seraient plus petites que l'Alsace, en réalité, il faut rappeler quand même que le Trentin et le Haut-Adige sont tous les deux des provinces autonomes équivalentes à des régions. Donc on a bien 5 régions en réalité en Italie qui sont plus petites que l'Alsace. Et il faut noter que ces petites tailles ne sont pas nécessairement des handicaps, puisque lorsqu'on regarde les taux de chômage ou les taux d'emploi de ces régions, il n'y a pas de corrélation entre la taille géographique et les résultats économiques de ces régions. Concernant donc les régions françaises, vous savez que les plus vastes sont donc Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Il faut préciser que ce sont de vastes régions, puisque chacune d'entre elles a une superficie plus grande que la Belgique, plus grande que le Luxembourg, bien entendu, plus grande que la Suisse et plus grande que le Danemark. Donc ce ne sont pas des tailles géographiques petites, et de toute façon, déjà, si on considère nos 21 régions de France métropole continentale, elles ont une superficie moyenne qui est supérieure à celle des Länder allemands. Deuxième élément, le taille critique sur le plan démographique. Sur le plan démographique, donc la région la moins peuplée de France métropolitaine continentale, c'est le Limousin, avec 742 000 habitants. Est-ce en Europe une petite taille? La réponse est non, dans la mesure où nous avons de nombreuses régions dans les autres pays d'Europe, en Italie, en Espagne, en Allemagne et bien sûr les cantons suisses, dont le nombre d'habitants est nettement inférieur à celui du Limousin. Si je considère la moyenne des régions, des 21 régions de France continentale métropolitaine, cela représente donc 3 millions d'habitants. C'est un chiffre qui est supérieur à la moyenne des régions italiennes. C'est un chiffre qui est certes inférieur à la moyenne des Länder allemands, mais il faut se rappeler que l'Allemagne a une histoire démographique totalement différente de celle de la France, puisque la France a abaissé sa fécondité dès la fin du XVIIIe siècle et non dès la fin du XIXe siècle. Et donc, si le rythme de fécondité de la France avait été le même que celui de l'Allemagne, le poids démographique de nos régions serait évidemment beaucoup plus important. Donc, il s'agit d'un nombre moyen d'habitants des régions françaises qui est supérieur également aux communautés autonomes de l'Espagne, aux régions polonaises. Et si je regarde les États-Unis, j'ai quand même 20 États sur les 50 qui ont moins de 3 millions d'habitants, donc une taille inférieure à la taille moyenne des régions françaises. Troisième élément, donc dans ce rapport, page 34, on nous fait comprendre que l'un des soucis du projet de loi, c'est de parvenir à des ensembles plus homogènes en termes de population.
Donc il s'agirait de considérer que le fait qu'il y ait une fourchette relativement large entre la région la plus peuplée et la région la moins peuplée serait un handicap pour l'attractivité des territoires français, et donc que la France pâtirait de cette différence. Alors effectivement, avant même de regarder les chiffres, on pourrait penser que la France serait très hétérogène, tout simplement parce que la France a une politique centralisatrice, tant du temps des rois qu'après, ce que montre bien soit le réseau des roues royales, soit après le réseau ferroviaire rayonnant depuis Paris, et donc que la France est en fait, avec l'Angleterre et Londres, le seul pays européen qui a une région monde qui est l'Île-de-France. Donc cela, évidemment, donne une taille significative qui pourrait conduire au fait que les fourchettes d'écart entre les régions les plus peuplées et les moins peuplées seraient tout à fait considérables. Or, il n'en est rien. Si je regarde le rapport des populations entre les 21 régions actuelles, j'ai un rapport de 1 à 16. Si je mets à part l'Île-de-France, ce que propose parfois d'ailleurs votre projet de loi, j'ai un rapport qui est de 1 à 8. Quels sont les rapports dans les autres pays européens voisins ? Bien, ils sont beaucoup plus élevés. Le rapport en Allemagne est de 1 à 27. Le rapport en Espagne est de 1 à 26. Le rapport en Italie entre la région la moins peuplée et la région la plus peuplée est de 1 à 76. Et si je vais outre-Atlantique, le rapport entre les 50 États est de 1 à 66. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'hétérogénéité particulière dans les différences de taille démographique des régions dans les territoires français. Si nous examinions la superficie, nous arriverions exactement au même résultat. Les écarts de superficie des 21 régions de France métropolitaine continentale vont de 1 à 5. Si je vais en Allemagne, je vais de 1 à 174. En Espagne, de 1 à 19. Et je prends évidemment que les régions d'Espagne continentale, je ne prends pas les deux archipels. Si je vais en Italie, j'ai un rapport de 1 à 8. Donc l'idée d'homogénéité qui est évoquée dans le rapport ne me paraît pas correspondre à la juste compréhension du réel. Troisième élément de l'argumentation, une taille critique sur le plan économique. Et pour cela, donc, le rapport, en particulier, je crois, page 34, explique que si on fusionne un certain nombre de régions, on va avoir une plus grande homogénéité dans le produit intérieur brut par habitant, par région. En réalité, je dirais qu'en géographie, c'est pratiquement une tautologie, c'est-à-dire à partir du moment, effectivement, qu'on diminue le nombre des territoires, on arrive quasiment automatiquement à lisser les fourchettes. Et je pense que même un étudiant en première année de géographie qui écrirait une chose pareille ne serait pas apprécié par son professeur. Donc ceci ne me paraît pas un argument, d'autant plus que le problème du calcul du PIB par région pose de grands problèmes méthodologiques. Et il ne faut surtout pas considérer la fiabilité de ces chiffres qui ne tiennent pas compte non plus, bien sûr, des différences de pouvoir d'achat selon les régions, ne serait-ce qu'en matière de coût du foncier et de l'immobilier qui est très variable selon les territoires. Autre élément, donc on dit des régions fusionnées auront davantage de budget. Tout dépend, bien entendu, ce que signifie un budget. L'une des raisons de la réussite des régions depuis 1982, c'est que justement, elles n'ont pas été noyées dans des services fonctionnels à assumer. Et donc, vous savez très bien que jusqu'à l'acte 2 de la décentralisation, la majorité des budgets régionaux étaient des budgets d'investissement, donc qui avaient un rôle structurant sur le territoire. Et effectivement, c'était une raison de leur efficacité, alors que vouloir, comme cela est évoqué dans une autre loi, leur confier la réparation des robinets des collèges, je dirais pourquoi pas, mais je ne vois pas en quoi cela relève d'un caractère structurant dans la vie d'un territoire. C'est quelque chose qui pourrait très bien être assumé, par exemple, par les communes qui le font très bien dans les écoles primaires ou dans les écoles maternelles. Donc ma conclusion première, c'est que parler de taille critique, c'est le mot qui est utilisé dans le projet de loi, c'est chercher un optimum régional qui n'existe pas. Qui n'existe pas parce que dans aucun pays, il y a une corrélation
entre l'attractivité de régions, le taux de chômage et leur taille géographique, économique ou démographique. Alors, nous trouvons aussi d'autres petits éléments qui sont contestables, comme ce qui est dit sur la Pologne, comme si la Pologne aurait diminué son nombre de régions. Non, la Pologne n'a pas diminué son nombre de régions. Simplement, lorsque la Pologne était une démocratie populaire, les régions anciennes avaient été supprimées. Et donc, elle a recréé ces régions pratiquement dans les mêmes découpages anciens par rapport à ce qui existait auparavant. Quant à l'Espagne, il est important de préciser la loi de 2012 qui n'a pas été citée dans le texte. Et la formule aussi de renforcement des régions est assez surprenante puisqu'on parle de renforcement des régions, mais semble-t-il par rapport aux autres collectivités territoriales, mais non par rapport à l'État, ce qui ne va pas dans le sens de la régionalisation ni d'un éventuel fédéralisme. Deuxième argument donc avancé, c'est la question des économies. Sur la question des économies, je voudrais distinguer deux périodes. La période, je dirais, à 5 ou 6 ans, c'est-à-dire la période où l'on réalise ces fusions, et la période postérieure. Concernant la première période de 5 ou 6 ans pendant laquelle on réaliserait ces fusions des régions, il faut d'abord insister sur les coûts directs qui sont inévitables. Chacun sait ici que cela suppose la mise en place de nouveaux outils communs, que ce soit des outils en matière d'intranet ou d'extranet, ça suppose des déménagements, des transferts de personnel, des aménagements, mais ce n'est pas la partie peut-être la plus inquiétante. La partie la plus inquiétante et dans laquelle nous sommes déjà entrés ces dernières semaines, c'est ce que l'on appelle en économie les effets externes négatifs, c'est-à-dire le fait que nous allons passer beaucoup de temps dans nos régions à discuter des modalités des fusions, à discuter du choix des capitales, à discuter de la localisation des services de la région. Et donc c'est un temps qui ne sera pas consacré à réfléchir aux stratégies régionales et au développement de l'emploi. Et c'est un temps qui sera perdu aussi pour réfléchir à un élément qui est très important, qui consiste à renforcer les coopérations avec les autres régions. Parce que même lorsqu'on parle de la fusion de Normandie, cette fusion des Normandies, ça doit pas être une Normandie qui se referme sur elle-même, mais une Normandie qui passe son temps à coopérer avec ses régions voisines, qu'elles soient françaises ou européennes. En plus, nous avons quand même un problème géographique qui n'existe peu en Normandie parce que les grandes villes de Normandie ont une proximité géographique qui a été considérablement accrue grâce au pont de Normandie. Mais dans les fusions qui sont évoquées, normalement, pour qu'elles soient efficaces, il faut qu'il y ait une synergie entre les anciennes capitales. Si je regarde Amiens-Reims, 2h26 par le train. Orléans-Limoges, 2h07 par le train. Et je n'ai pas osé dire Tours-Limoges, c'est encore pire, bien sûr. Toulouse-Montpellier, 2h08. Clermont-Lyon, 2h25. Donc aujourd'hui, c'est sûr, nous n'avons pas les équipements ferroviaires qui permettent de faciliter la synergie et faire en sorte que ces villes soient en réseau. À cela, bien sûr, vont s'ajouter les coûts directs permanents, c'est-à-dire le fait que, bien entendu, et c'est écrit d'ailleurs dans un document du ministère de la décentralisation, que c'est le mieux-disant qui l'emportera toujours à l'occasion des fusions. Et donc le mieux-disant, ça veut dire forcément des coûts plus élevés, que ce soit en matière sociale, que ce soit dans les dotations au lycée. C'est également la création d'antennes supplémentaires dans les territoires. Et en fait, l'expérience montre que les coûts sont plutôt croissants avec la taille, ce qui risque de se produire. Pardon, monsieur le professeur, je termine. Oui, s'il vous plaît, parce que pour permettre à vos collègues d'intervenir aussi. Oui, je termine, mais je vous en remercie beaucoup, monsieur le président, de m'avoir rappelé à l'ordre. Voilà. Absolument impossible pour moi. Mais... J'ajouterai simplement, effectivement, le problème de l'identité. On pourrait citer de très très nombreux exemples qui montrent que le développement se fait lorsque les personnes s'identifient avec leur territoire. Et le cas de l'Auvergne pourrait être très intéressant à citer. Alors, que faire? Je dirais que 2 mots conclusifs, Monsieur le Président. D'abord, effectivement, je pense que le diagnostic n'a pas été fait. Le diagnostic des réformes antérieures, le diagnostic
d'analyse comparative, et le diagnostic qui consiste que changer le nombre de pièces d'un POLS n'améliore pas forcément la qualité du POLS. Et deuxièmement, il est nécessaire en revanche d'avancer dans des réformes de fond qui s'appellent les réformes fiscales, qui s'appellent une véritable décentralisation, mais cela suppose sans doute de se rappeler la phrase du grand poète Pierre Segers, « L'impossible, c'est ce qui demande du temps ». Alors, Monsieur Daniel Béard. Ah, c'est comme ça qu'on gagne du temps. Monsieur, pardon. Ah non, attendez, monsieur. Ah oui, mais je ne vois plus les. Monsieur Martin Vanier, veuillez m'excuser. Mais je vous promets d'être bref, à condition que vous m'autorisiez à être brutal. Allez-y. J'admire la bonne volonté de tous mes collègues qui passent beaucoup de temps à discuter la carte. Oui. Cette carte est un leurre. Vous êtes nombreux à le savoir politiquement. Cette carte nous conduit, à 65 millions de Français, à jouer au grand jeu du puzzle, alors que les enjeux fondamentaux de la réforme de nos cadres d'action publique sont ailleurs. Cette proposition de loi a 2 générations de retard. Il vous manque un géographe autour de la table. Jean-Marie Miossec a fait un très beau bouquin de 600 pages pour raconter un siècle de propositions de la réforme des régions en France. Il y a au moins 30 propositions. Il y en a d'ailleurs 5 ou 6, rien que pour Jean-François Gravier, qui adorait ça, faire des réformes de cartes. Gravier, oui. Bon, vous voyez, on est plutôt de bonne volonté pour essayer de dire, oui, c'est un peu comme ça, non mais là plutôt, non mais là ça va faire un peu long au train, et ce serait mieux l'identité un peu bousculée. Ça n'est plus le sujet. Plus du tout le sujet. Dans une société en réseau, la pertinence et la cohérence, ça ne rentre pas dans les périmètres. Le pouvoir n'est pas dans les territoires, il est dans les réseaux. Ce sont les réseaux, les opérateurs de réseau qui ont mis la main sur la gestion des grands biens communs ou ceux qui devraient être communs, et en particulier les grands biens numériques, mais aussi les biens écosystémiques et environnementaux, et tous les biens qui servent la mobilité. Et ces opérateurs de réseau peuvent être éventuellement publics, mais leur gouvernance est bien complexe, comme nous avons pu la voir la semaine dernière. Donc pour moi, je n'ai rien à dire de cette carte. Je pense qu'elle est destinée à occuper un débat public et citoyen et collectif dans un moment où on ne savait pas comment le construire. Et donc c'est, de ce point de vue-là, elle a parfaitement réussi son objectif politique premier. Je n'ai guère envie de contribuer moi-même à ce que je considère être une comédie qui, du point de vue scientifique qui est le mien, est un dramatique retour en arrière du niveau. Je ne dis pas ça pour mes collègues qui ont argumenté sur le fond, mais du niveau de compréhension de nos contemporains de ce qu'il faut faire pour faire bouger les choses. C'est vraiment l'expression de tout changer pour que rien ne change. La question fiscale passe à la trappe, la question du contrat démocratique, qui est à repenser de façon fondamentale et sans doute post-territoriale, mais j'en dirai pas plus, il y a qu'à dire des choses sur le sujet, n'est pas au rendez-vous non plus. La question de la maîtrise des réseaux et des pouvoirs des réseaux n'est pas au rendez-vous, mais nous adorons tous non seulement redistribuer la composition de l'équipe de France pour le prochain match, mais surtout refaire la carte des régions. Je vous assure que c'est les 2 sujets fondamentaux dans les familles et dans les bistrots. Donc ce point de vue-là est atteint. La seule chose que je pourrais dire sur cette carte qui passera dans l'état où elle passera, de toute façon la semaine où elle a été annoncée, nous avons eu tous les jours une mouture différente. Donc nous avons préparé autant d'argumentaires que de cartes qui nous ont été annoncées. Mais nous n'en doutons pas, vous allez pouvoir vous amuser au moins aussi bien que les constituants, mais peut-être pas dans le même contexte. Avec moins de dégâts peut-être, parce que quand même ça a fait quand même pas mal de mouvements en France et en Europe à l'époque. Bon, toujours est-il qu'il me semble que le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette carte. Donc je sais que mon collègue Béard va dire 2-3 choses, mais en résumé, je pense que la condition de réussite de cette réforme n'est pas dans les objets qu'elle prétend saisir. La cohérence de la bonne maille, le grandissement de la taille, la fusion des organismes territoriaux concernés, etc. On est au terrain et au front des collectivités pour réfléchir avec elles sur ça. C'est bien douloureux. Les conditions de la réussite de cette réforme sont dans tout ce qui permettra aux territoires, métropoles, pays, départements, territoires ruraux, territoires de montagne, territoires littoraux, etc., à faire leur travail dans le fameux rendez-vous de la coordination et de la coopération. Et quelle que soit la maille englobante dans laquelle on décrétera le grand soir, qui n'est certainement pas à cet endroit-là. Donc le vrai sujet, c'est comment on va continuer à travailler dans les coopérations interterritoriales, dans des réseaux, dans des alliances, dans des compétences partagées, dans des cadres transnationaux et transfrontaliers,
Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est le vrai rendez-vous moderne au XXIe siècle. C'est la coordination. C'est pas la fusion dans des grandes firmes. Hein. Les grandes firmes, c'était au XXe siècle, mais au XXIe siècle, c'est pas le modèle du tout. Le modèle, c'est le réseau et c'est le cluster. Et sur ces sujets-là, il faudrait changer les règles et pas les cartes. Voilà pourquoi je ne dirai rien sur la carte. Merci. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Daniel Béarsk, si je ne me trompe pas, veuillez m'excuser. Non, merci, Monsieur le Président. Donc, je vais prolonger un peu le propos de mon collègue Martin Vanier sur un autre mode. En effet, enfin, ça tombe bien qu'on soit en bout de chaîne parce que moi, je considère que... Oui, voilà, je pense que le plan de table était bien fait. Le plan de table était très bien fait. C'était bien fait, le plan. Hein. Moi, j'ai envie de répondre à votre question, hein, les grandes régions, hein, qu'est-ce que vous pensez des grandes régions, mais en aval de votre question. C'est-à-dire que, en effet, moi je pense que le découpage et l'argumentaire qui a été donné sur le découpage, c'est à la fois la question de la pertinence et de la puissance. Bon, je crois que mes collègues ont tout dit, donc c'est pas la peine qu'on reprenne là-dessus. Donc du coup, la question, moi j'ai envie de la poser au futur, c'est au conditionnel. C'est-à-dire que, voilà, de toute façon, vous allez discuter de la carte, vous allez discuter des périmètres, mais ça va se faire. Ça va se faire. On va vers des grandes régions. Et donc, du coup, moi, la question qui m'interroge, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces grandes régions en termes d'action publique? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va changer d'avoir des régions plus grandes qu'avant? Voilà. Et du coup, il me semble qu'il y a au moins, il y a toute une série d'hypothèses qu'on peut faire à partir de là, mais moi, je voudrais juste en faire deux. La première, c'est du point de vue du rapport à l'État, et la deuxième, c'est du point de vue du rapport à la question urbaine, pour aller vite. Du point de vue du rapport à l'État, les régions, alors ça va aussi ouvrir le débat avec mon collègue Romain Pasquier, c'est les régions, il me semble, se sont constituées depuis la décentralisation sur un modèle qui est, je dirais, de vouloir plutôt calquer, se fabriquer comme des nations. Sur le modèle finalement de la Bretagne, des nations, c'est-à-dire des espaces politiques avec appuyés sur la notion d'identité. Et donc, elles ont toutes fabriqué des espèces de patriotisme régional, quels que soient les découpages, parce que là aussi, les découpages des années 60 n'avaient pas grand-chose non plus. Bon. Et donc, du coup, en termes de politique publique, d'action publique, c'est un peu compliqué. Alors évidemment, il y a l'Alsace, il y a le Nord-Pas-de-Calais, il y a quelques exceptions à ce que je vais dire là. Mais quand même, je veux dire, quand on voit, excuse-moi Hervé, mais quand on voit que moi j'avais travaillé sur les schémas régionaux de développement économique partout en France, qu'est-ce que c'est que l'économie des Pays de Loire? Est-ce qu'il y a une économie des Pays de Loire? Moi, je sais ce que c'est qu'une économie du Grand Ouest, je sais ce que c'est qu'une économie du Choletais ou de la Vendée, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une économie des Pays de Loire. Et donc, le fait d'avoir voulu absolument fabriquer les régions comme des petites nations, sur le mode identitaire, justement, et de l'espace politique, à mon avis, voilà. Et du coup, c'est ça ce qui est en train de changer, ce qui peut changer. Ce qui peut changer, moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'avec des grandes régions, dans le couple État-nation, les régions vont plutôt choisir le mot État plutôt que le mot nation. C'est-à-dire qu'on va vers une étatisation des régions. Une étatisation des régions, c'est-à-dire que des régions qui vont plutôt fonctionner sur un mode étatique, et le fait qu'on leur enlève la Cour générale de compétences va aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elles vont devenir des instances plutôt de fabrication des grandes politiques publiques. Et du coup, il me semble que la question que ça pose, et qui pourrait être un objet de réflexion du législateur, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir deux niveaux étatiques, l'État et les régions étatisées, si je puis dire. Et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du rapport de l'un à l'autre? C'est-à-dire que... vous savez qu'il y a aujourd'hui un instrument, qui est en plus d'actualité, c'est celui des contrats de plan État-région, dont on sait bien que ça ne sert à rien aujourd'hui, mais qui a toujours fonctionné sur un mode qui est un mode bottom-up, top-down, c'est-à-dire qu'en gros, l'État se sert des régions comme sous-traitants pour la mise en œuvre de ces politiques publiques. Et moi, je me demande si on va vers une étatisation des régions, comme l'hypothèse que je formule là, est-ce que du coup, l'enjeu, c'est pas effectivement de faire monter la notion de contrat de plan État-région, c'est-à-dire que les régions ne soient pas simplement des sous-traitants des politiques de l'État, mais soient aussi des contributrices aux politiques de l'État. Et on cite toujours l'exemple de l'Allemagne. Et ben, en Allemagne, on a aujourd'hui des pactes entre les Länder et l'État sur la mise en œuvre des grandes politiques de développement économique où chaque grande région dit en gros ce qu'elle va faire au service des politiques étatiques. Il me semble que c'est autre chose de dire en quoi une grande région de l'Ouest, dans un découpage qu'on ne connaît pas encore, mais une grande région de l'Ouest peut contribuer,
je dirais, au développement de la France, plutôt que de savoir ce que c'est, encore une fois, que l'économie de la région Pays de Loire. Voilà. Donc, c'est cette question-là. Et donc, du coup, si on va dans ce sens-là, deuxième enjeu, il me semble, c'est qu'il faut peut-être aller vers des encore plus grandes régions. Alors, non pas au niveau du découpage institutionnel, mais pour reprendre ce qui était évoqué, c'est-à-dire que la question des coopérations renforcées interrégionales, si je prends l'Est là pour changer, qu'on fasse l'Alsace ou la Lorraine, je ne sais pas si ça se fera, et qu'on fasse Franche-Comté et Bourgogne, pourquoi pas, mais du point de vue du système productif français, la question du Grand Est est une question qui se pose. Du Grand Est, c'est-à-dire avec ces 4 régions-là. Et donc, du coup, est-ce qu'on est capable, au-delà de la réforme de la carte régionale, de fabriquer des systèmes de coopération renforcés dans l'esprit d'un rapport entre 2 niveaux étatisés, si je puis dire, l'État-nation et l'État régionalisé, enfin les régions étatisées. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est celle du rapport entre les régions et les villes. Un peu dans la suite de ce qu'a dit Jacques Lévy tout à l'heure. Pourquoi? Parce que on est dans la rhétorique moderniste française depuis les années 60 sur l'hypothèse que les régions et les villes, c'est le couple modernisateur du territoire en France. Sauf qu'on sait que justement dans la période qui vient de s'écouler, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'on a confondu la notion de métropole de puissance urbaine avec la notion de capitale régionale. Amiens métropole. Bon. Et donc, du coup, on est dans une espèce de dialectique entre la montée en puissance d'un point de vue socio-économique des territoires urbains et la concurrence des pouvoirs entre le pouvoir urbain et le pouvoir régional. Aujourd'hui, on sait bien, l'exemple le plus caricatural que tout le monde connaît, c'est la mésentente publique entre le président de la région Rhône-Alpes et le président du Grand Lyon. Mais je citais Amiens, enfin dans tous les cas de figure, on a ça. Et donc, il me semble que le fait qu'on aille vers des grandes régions, c'est une façon de recomposer le rapport qui est aujourd'hui un rapport faussement conflictuel entre région et capitale régionale, et d'avoir, en fait, de lui substituer un rapport entre région et réseau métropolitain. Je prends l'exemple Auvergne-Rhône-Alpes. Si on va vers une région Auvergne-Rhône-Alpes, ça change la donne. D'une part parce que ça renforce encore plus le discours de Jean-Jacques Herrmann, c'est-à-dire l'idée qu'il n'est pas uniquement dans un rapport exclusif avec Lyon, mais qu'il a en face de lui, alors lui il dit 3 métropoles, je ne sais plus qu'il disait 2, mais il disait 3, en parlant, puisqu'il paraît que tu es suisse, on dit, de la métropole genevoise. C'est plutôt Lyon qui est une banlieue de Genève. Voilà. Voilà. Et d'autre part, ça organise un système métropolitain lyonnais qui va jusqu'à Clermont-Ferrand, en effet, et sur lesquels, du coup, le rapport entre les fonctions spécifiques, les rôles de la région et du pouvoir urbain peuvent peut-être se spécifier davantage. Donc, je ne suis pas du tout, je suis comme mes collègues, extrêmement sceptique sur la révision de cette carte, mais je pense que si on prend au pied de la lettre le fait de fabriquer des grandes régions, il peut y avoir des ouvertures sur lesquelles il me semble qu'il y a des enjeux de travaux tant législatifs qu'ensuite pratiques, si je puis dire, pour lui donner du sens, mais ce sens, il est ni dans la puissance, ni dans la pertinence. Beaucoup. Alors, monsieur Pasquier. Romain Pasquier, on m'a dit que vous étiez... Vous êtes directeur de recherche au CNRS, mais vous vous intéressez à la Bretagne, on m'a dit. De temps en temps, à mes heures perdues. Voilà. Mais je ne suis pas venu pour parler de la Bretagne, mais je peux vous en parler. Non. Mais vous pouvez en parler, il y en a d'autres qui l'ont fait. Non, bon, moi je crois... tout d'abord, merci d'avoir bien voulu m'écouter, m'auditionner avec mes collègues. Bon, je ne vais pas parler non plus de la carte. Je pense que je crois que c'est une faute de méthode. Bah oui, je suis désolé. Heureusement, quelques-uns en ont parlé parce qu'on serait désespérés. Oui, je vais vous en parler quand même. Mais je crois qu'effectivement, c'est une faute de méthode majeure d'avoir commencé par la carte. Alors, on voit bien pourquoi. Parce que c'était facile. Parce qu'il fallait une loi ordinaire. Parce qu'on pouvait assez aisément donner à penser qu'on avait de l'autorité politique. Mais je crois que ça bloque toute une série d'autres sujets et que le risque d'ensablement de la réforme est d'autant plus grand avec cette entrée méthodologique par la carte. Donc la carte des régions,
Je n'en parlerai pas beaucoup, simplement moi je suis quand même assez en désaccord avec mon collègue Hervé Lebras sur l'idée que voilà, il faut tout faire pour se préserver des identités, comme si les Bretons étaient prêts à prendre d'assaut je ne sais quel oui, à part les bonnets rouges, mais enfin, je ne sais quelle forteresse autour des marches historiques de la Bretagne. Moi, je pense que l'identité, c'est quelque chose de très ouvert. Il y en a beaucoup des identités en France, et heureusement, et qu'elles aident à bâtir des projets de territoire. Hein, et que les identités, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion publique, Bretagne y comprise, en France, ce sont des identités qui ne sont pas exclusives. C'est-à-dire que ce ne sont pas des identités catalanes ou écossaises où on se sent écossais et pas britannique, où on se sent catalan et pas espagnol. Un breton, qu'est-ce qu'il est? Il est breton et français à 75%. Hein. Celui qui se sent exclusivement breton, dans toutes les enquêtes d'opinion publique depuis 30 ans, c'est 1%. Donc vous voyez, il faut arrêter de jouer à se faire peur, à moins d'être missionné par Jacques Auxiette. Mais autrement, voilà, il ne faut pas se faire peur. Hein. Donc, s'il y avait quelque chose à dire sur la carte, et donc là aussi je suis en désaccord avec Hervé Lebras, il faut supprimer une chose dans la carte, c'est les Pays de la Loire. Et beaucoup de choses seraient résolues. On aurait, Monsieur Sueur, le Val-de-Loire. Mais le seul problème, c'est les Pays de la Loire. Hein, et il faut... Voilà. Donc moi je pense qu'il faut rattacher la Mayenne et la Loire-Atlantique à la Bretagne, je suis désolé. Nous vous donnons le Maine-et-Loire, la Sarthe, voilà. Et je pense que la Vendée, on peut la laisser toute seule. Alors je crois que le sénateur de Vendée n'est plus là, oui. Mais à mon avis, et après avoir lu beaucoup d'économistes et de sociologues, la Vendée fait système territorial en tant que tel. Oui. Elle n'a pas besoin d'être rattachée à une grande région, ni à Poitou-Charentes, ni à la Bretagne. Et oui, mais je crois que sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, elle fait système. Elle n'a pas besoin d'une grande tutelle régionale. Donc ça, c'était mon mot sur la carte. Je suis désolé, mais il fallait le dire quand même. Hein. Alors, si on veut vraiment donner du sens à la réforme, à mon avis, il faut raisonner différemment. Ça a déjà été dit, donc je vais aller très vite. Et tout est résumé dans ce petit rapport que j'ai publié la semaine dernière. Réussir la région au service du citoyen, de la croissance et de la République, qu'est-ce qu'il faut faire? Malheureusement, pour le faire, il faudrait sans doute modifier un peu la Constitution, si on veut aller assez loin. On ne le fera pas. Il faudrait sans doute modifier l'article 72 sur la tutelle, l'article 20 sur le pouvoir réglementaire. Bon, donc on ne le fera pas. Bon, simplement quand même, il me faut, à mon avis, pour avoir un pouvoir régional, je crois que c'est un peu le sens de la réforme tout de même, j'ai l'impression, il faut des compétences et des finances. Pour le moment, en compétences, on a les collèges et les routes départementales. Ça fait peu pour être compétitif, pour être des acteurs globaux. Hein. Si on commence à raisonner sur le transfert de Pôle emploi aux régions, là, on commence à toucher à des choses qui commencent à être intéressantes pour des régions. Hein. Si on parle de l'enseignement supérieur, si on parle de la régionalisation de la BPI, là, effectivement, on touche à des outils d'aménagement, de développement économique qui pourraient être intéressants. Et puis, il faudrait évidemment une marge de manœuvre sur les dispositifs. Mais pour ça, il faudrait un pouvoir réglementaire de plein exercice pour les régions, ce qu'elles n'ont pas. Elles n'auront que 2 schémas qui pourraient être prescriptifs, tout dépendra de votre travail. Mais si ça prend autant de temps que l'élaboration du SDRIF Île-de-France, ça risque d'être compliqué en termes d'efficacité et d'efficience et de diminution des coûts de transaction, pour le coup. Hein. Donc je suis assez dubitatif. Et puis sur les finances, c'est le grand trou noir. Là, si on regarde du côté des Länder allemands ou des communautés autonomes espagnoles, c'est une part de la TVA. Est-ce qu'on est prêt à donner une part de la TVA aux régions? C'est clairement ça qu'il faut se poser comme question. Voilà. Là, on donne un levier. Là, on donne une capacité à agir. Hein, bon. Autre chose, on les oublie souvent dans nos débats, les citoyens. Qu'est-ce qu'ils veulent, les citoyens? Moi, je pense qu'il faut des outils aussi de renforcement de la démocratie locale et régionale. Et moi, je propose, si on va vers le pouvoir régional, d'instaurer un parlementarisme régional. Qu'est-ce que c'est? C'est le modèle corse, c'est-à-dire la scission de l'exécutif et du législatif
hein, que l'Assemblée régionale, où qu'elle soit, donne sa confiance à un gouvernement régional, à un exécutif. On sait le faire en France, on le fait en Corse, on le fait en Nouvelle-Calédonie, on le fait en Polynésie. Voilà. Pourquoi ne le ferait-on pas pour... Alors, avec un autre élément, Jean-Pierre Raffarin l'avait évoqué en son temps, à mon avis, c'est décloisonner les temps électoraux entre les régions. De ne pas avoir ce système universaliste où toutes les régions doivent se tenir en même temps. Ce serait une vraie richesse pour notre pays d'avoir un éclairage sur les enjeux politiques régionaux en Midi-Pyrénées, en Bretagne, en Champagne-Ardenne, etc. Hein, plutôt que de faire des élections régionales qui sont en fait un test national. Hein. Donc là, le parlementarisme régional, ce serait intéressant. Et puis, désolé messieurs les élus, mais ça nous permettrait quoi? Ça nous permettrait, dans des gouvernements régionaux, d'y inclure des personnes qui ne sont pas issues du monde politique, hein, de la société civile. Hein. Donc ça serait une petite richesse à côté des élus. Hein. Donc ça, à mon avis, ça serait une avancée assez intéressante. Et puis, j'ai envie de dire un droit à la différenciation. Moi, je crois beaucoup, et donc là, je reviens au cas breton, à la collectivité unique. Je pense que ce qu'il fallait faire, c'était faciliter la fusion entre conseils généraux et conseils régionaux à carte régionale constante. Hein. Par exemple, moi, j'étais pas contre le conseiller territorial. C'était une étape, effectivement. Hein. Et donc, il faut continuer sur la voie alsacienne, mais en facilitant le travail des élus et pas en transformant ce genre de procédure en une course à obstacles impossible. Hein. Donc, il faut, là j'en appelle à vous, parlementaires, faciliter les possibilités, fluidifier le passage à la collectivité unique. Alors attention, je suis d'accord avec un de mes collègues, ça ne sera plus possible sur la région Midi-Pyrénées-Languedoc. Hein. Ce ne sera possible que dans des régions qui vont rester à taille humaine, entre guillemets. Hein. Donc voilà, donc je crois qu'un droit à la différenciation, à l'auto-organisation locale, une réforme ascendante plutôt que pseudo-jacobine, aura été de bien meilleur augure. Je vous remercie. Bien. Oui. Bon, on suspend les travaux pour 6 mois. Oui. D'abord, il y a tout un tas de raisons. On nous a expliqué qu'avant de créer les départements, on a mis 6 mois. Mais on faisait aussi des lois, on ne se précipitait pas pour faire les lois. Parce que nous, on va de plus en plus vite. Donc on en fait de plus en plus et elles sont de plus en plus mauvaises, c'est bien connu. De toute façon, la qualité... Hein, puis on ne les applique pas parce que dès qu'elles sont votées, on en fait une autre. De toute façon, c'est formidable. Alors donc, rassurez-vous. Mais en tous les cas, messieurs, vraiment, nous vous remercions infiniment parce que les points de vue différents, mais en même temps, nous ont quand même donné, je crois, à certains des idées. Hein, et nous ont ouvert des perspectives sur peut-être d'autres méthodes de fabrication d'une réforme. Vous savez, moi je suis, hélas, francilien. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ce que je sais, je suis de la Grande Couronne, hein, j'habite au fin fond du canton de Château-Landon, vous voyez, à 3 km de la future région Poitou-Charentes, centre, je ne sais pas quoi. Bon. Et je me dis quand même que, quelquefois, si on veut imposer des choses, les gens ne le sentent pas. Et je ne sais plus qui a dit, il y a même une identité en Seine-Saint-Denis, c'est vous qui l'avez dit, le premier, et qu'il ne faut pas quand même complètement négliger tout ça, même si elles sont récentes. Par contre, on peut se poser la question, et notamment à l'Institut, est-ce qu'il faut garder les départements de la petite couronne ou est-ce qu'il faut faire une métropole qui fusionnerait Paris et les départements de la petite couronne plutôt, non parce que les missions, les fonctions, etc., plutôt que créer cette métropole que nous avons créée par la loi, enfin, qu'on a préfigurée. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça n'a rien à voir avec le projet d'aujourd'hui, mais c'est quand même le projet de demain. Parce qu'on ne peut pas dire que les métropoles n'auront pas une action sur les régions. Et de poser la question que des régions ou de la taille, sans parler des métropoles, et je ne sais plus qui l'a dit, mais évidemment, Rhône-Alpes avec Lyon, qui est à la fois département, métropole, développement économique et tout, comment ça va s'articuler les deux collectivités,
sont des vraies questions sur lesquelles on aurait encore beaucoup à vous entendre. En tous les cas, merci beaucoup, messieurs. Voilà pour cette audition qui s'est déroulée donc la semaine dernière au Sénat. C'était les derniers travaux préparatoires de la commission spéciale sur la délimitation des régions qui travaille donc sur la première partie de la réforme territoriale. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 15 h avec Perrine Tarnot en direct et le début de l'examen ici au Sénat de cette première partie de la réforme territoriale, de ce projet de loi sur la délimitation des régions. Et on commencera très fort puisqu'il y aura une motion référendaire, une motion qui demande un référendum sur ce texte et l'arrêt de l'examen du texte au Parlement. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.